Salut tout le monde! J'ai analysé plus d'une dizaine de documents de recherche des équipes internes de Pinterest pour comprendre comment fonctionne l'algorithme du réseau social et surtout comment fonctionne le moteur de recherche de Pinterest. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai appris et notamment des petites astuces auxquelles j'aurais pas pensé auparavant. Alors un petit peu de contexte sur ce qu'est Pinterest pour ceux qui ne savent pas, je vais vulgariser très brièvement, c'est un Google Images version réseaux sociaux. Pinterest, même s'il y a un petit peu de vidéo, ça se passe essentiellement avec des images. On les like, on les commente, on les enregistre aussi dans des tableaux, les images qu'on appelle des épingles, voilà pour le jargon technique de Pinterest. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que on recherche des images, des visuels sur Pinterest. Un petit peu de contexte aussi pour présenter les spécificités de Pinterest. Donc, on a parlé en effet des images. Ça, c'est ce à quoi ressemblent les résultats quand on est sur ordinateur, mais sur mobile, c'est semblable quand on est sur la page d'accueil de Pinterest. Vous voyez qu'ici, il y a une petite barre de recherche pour taper des mots-clés. Je précise et j'insiste sur le fait que Pinterest est un véritable moteur de recherche. La recherche sur Pinterest, c'est pas juste accessoire. Oui, on peut rechercher quelque chose comme ça pourrait être le cas, par exemple, sur LinkedIn. Non, c'est le cœur, en fait, de l'intérêt de Pinterest, c'est de rechercher de l'inspiration, des épingles en particulier, en tapant des mots-clés dans la barre de recherche. L'autre spécificité de Pinterest, c'est qu'en effet, avoir un moteur de recherche basé sur des images, c'est quelque chose de très complexe. C'est le principe de tout robot, de tout algorithme. C'est facile d'analyser du texte. Par contre, des images, ça demande beaucoup de ressources, même si en effet, on a des LLM aujourd'hui qui permettent de donner plus de contexte, plus facilement de la compréhension aux images. Les LLM, ça coûte cher et quand on a des milliards d'images à analyser, c'est pas forcément toujours évident, surtout que Pinterest, c'est une toute petite équipe à l'échelle des réseaux sociaux, des autres plateformes et autres moteurs de recherche. Pinterest, actuellement, c'est 1600 employés dans le monde. À titre de comparaison, Google, c'est 182 000, pour Instagram, plus de 20 000 et pour LinkedIn, 16 000 personnes. Donc 1600 employés pour Pinterest, sachant que c'est pour l'intégralité des employés. Donc si on se concentre uniquement sur ceux qui bossent sur l'algo Pinterest et sur l'algo du moteur de recherche, tout de suite, ça fait une équipe beaucoup plus réduite. Donc c'est un sacré challenge de mettre en place un algorithme bien qui tient la route. Et on s'intéresse donc maintenant un petit peu à comment fait Pinterest pour comprendre les images et comment fonctionne son moteur de recherche. Il y a deux façons de rechercher des images, des épingles sur Pinterest. Il y a la recherche par mots-clés, et ça on y reviendra dans un second temps, mais il y a aussi la recherche par image. J'ai vu dans une série un acteur qui avait un super manteau, et moi je veux le même manteau parce que j'adore cet acteur. Je vais prendre un screenshot de l'acteur dans la série avec son fameux manteau et je vais pouvoir publier cette image dans la recherche Pinterest, et Pinterest va se charger de me fournir des images, des épingles qui semblent similaires à mon manteau, ce qui est très important d'un point de vue utilisateur puisque ça va me permettre de retrouver tout simplement la référence du manteau que je veux acheter et ensuite passer à l'achat. C'est magique tout ça. Et comment ça fonctionne concrètement? Ça fonctionne évidemment avec beaucoup de machine learning. Ils prennent les images, chaque image qui est publiée sur le réseau social, et tout ça, ils vont le transformer en fait en vecteur, en chiffres tout simplement. C'est comme ça que fonctionnent les robots. Ils vont attribuer des codes à chaque élément qu'ils peuvent voir, à chaque caractéristiques d'éléments qu'ils peuvent voir. Concrètement, l'algorithme est régulièrement mis à jour dès qu'il y a des nouveaux éléments qui entrent en jeu. Par exemple, vous publiez sur Pinterest un sac à main noir avec une bandoulière noire, Pinterest, qui a déjà vu 100 fois ce sac à main, va économiser des ressources parce que l'enjeu d'économie de ressources est très important pour Pinterest, qui n'est pas une si grande structure que ça. En revanche, si vous publiez une épingle d'un sac à main noir avec une bandoulière rouge, hop, là, il ne l'a jamais vu auparavant. Nouvelle caractéristique, la bandoulière rouge, il va l'analyser, la mettre dans sa base de données. La prochaine fois qu'il verra un sac à main noir avec une bandoulière rouge, il sera en mesure de reconnaître ce sac à main spécifique. On a donc vu comment ça fonctionne pour faire de la recherche d'images à partir d'images. Voici maintenant comment Pinterest fait pour remonter des images pertinentes quand l'utilisateur fait une recherche à partir de mots-clés.
Voici du coup votre checklist pour optimiser votre épingle Pinterest, tout simplement. L'équipe de Pinterest aurait pu se dire, bah, tout simplement, quand l'utilisateur tape un mot-clé, je cherche les épingles qui ont ce mot-clé et puis je montre les épingles qui ont le plus de likes ou d'enregistrements ou de commentaires. Le souci avec cette méthode, cette vision de faire, ce serait tout simplement que ce serait pas toujours c'est pas toujours ce qui est le plus liké qui est le plus intéressant pour l'utilisateur. C'est bien plus subtil que ça pour correspondre à l'intention de recherche. Voici donc où mettre votre mot-clé si vous voulez faire du SEO Pinterest dans le titre, dans la description de l'épingle. Jusque-là, rien d'étonnant. Il y a aussi un LLM qui entre en jeu à un certain moment de l'algorithme. On va voir les coulisses et les secrets, les entrailles de l'algorithme du moteur de recherche de Pinterest juste pour la suite de cette vidéo. Mais voilà, c'est un LLM, un modèle qui s'appelle Blip, qui en fait voit l'image, fait une description textuelle de cette image et qui a de très très bons résultats, 88% de pertinence pour chaque image. Mais en tout cas, sachez que voilà, quand vous publiez une image, si Blip passe par là, c'est lui qui va essayer de faire une interprétation de cette image pour donner une description. Ensuite, et ça c'est intéressant, je l'avais vu nulle part ailleurs, c'est que le tableau où sont présents les épingles, c'est aussi un critère pris en compte dans ces classements de ranking pour Pinterest. Le tableau, pour le contexte, donc c'est un regroupement d'images. Tous les profils peuvent créer leur tableau et vous pouvez mettre, par exemple, créer un tableau recettes de tarte aux pommes et mettre vos meilleures images de recettes de tarte aux pommes dans ce tableau. C'est pratique pour vous, ça vous permettra de le retrouver facilement à l'avenir. Donc voilà, pour chaque épingle, Pinterest va analyser les tableaux sur lesquels est présente cette épingle et pour chaque épingle, il va conserver uniquement 10 titres de tableau. Il va choisir en priorité les titres qui sont présents plusieurs fois pour une épingle. Si votre épingle est présent plusieurs fois dans des tableaux outfit vintage, Pinterest va considérer que votre épingle est pertinente pour outfit vintage. Il va aussi analyser les mots individuels présents plusieurs fois pour une épingle. Par exemple, si on reprend l'exemple outfit vintage, si vous êtes dans un tableau outfit vintage années 70, outfit vintage, années 80, bon, il y a toujours outfit et vintage, donc Pinterest va considérer votre épingle pertinente comme pour outfit vintage. Et puis, tout ce que je vous donne là comme critères, faut comprendre que c'est pas tous en même temps. En fait, c'est des critères qui interviennent à partir du moment où il y a une égalité sur les critères entre plusieurs épingles. Donc là, le dernier critère, c'est que les titres de tableau plus longs vont être favorisés pour être choisis. Mais si le problème se pose pas pour Pinterest pour choisir les 10 titres de tableau, que vous avez que des tableaux outfit vintage, il va pas se prendre la tête ce que c'est long ou pas. C'est que à partir du moment où il y a une égalité entre plusieurs titres de tableau que pour bien faire sa sélection de 10 titres de tableau, il va choisir celui qui est plus long. Donc pour résumer, pensez à où est présent votre épingle, dans quel tableau, essayez d'optimiser ça. En effet, c'est important. Et une petite astuce qu'on pourrait donner, par exemple, ce serait d'inciter ses abonnés, ses utilisateurs, via un concours, par exemple, à ajouter votre épingle dans un tableau qui aura un nom spécifique. Ça ne pourra qu'aider son référencement. L'autre critère important aussi, qui est toujours dans la lignée des interactions utilisateurs, c'est tout simplement les requêtes qu'auront fait les utilisateurs dans le passé qui les auront amenés à interagir avec cette épingle. Si pour outfit vintage, plusieurs utilisateurs ont tapé ce mot-clé, sont venus sur votre épingle, sont tombés sur votre épingle et ont interagi avec elle, ce sera un signal fort pour Pinterest de considérer votre épingle pertinente pour cette requête. Pinterest va conserver uniquement les 20 requêtes qui ont généré le plus d'engagement sur cette épingle. Voilà, il y a une limite de 20, donc une épingle peut se positionner et être pertinente pour au moins 20 requêtes différentes. Et quels sont les critères utilisateurs donc qui sont pertinents quand l'utilisateur tape une requête en tombant sur votre épingle? Il y a le repost, alors qui est une mauvaise traduction, mais c'est enregistrement en français. Donc quand on enregistre une épingle sur son profil, il y a le fait de rester longtemps sur une épingle, tout simplement. Il y a donc l'enregistrement, qui est un doublon par le coup sur mon contenu. Il y a les long clics. Alors les long clics, ce sont le fait pour chaque épingle qui a un lien associé,
de cliquer sur ce lien et de rester plus de 10 secondes sur la page web associée. Ça, Pinterest le traque, le prend en compte, et à partir du moment où l'utilisateur voit un lien sur votre épingle, qu'il clique dessus, qu'il reste plus de 10 secondes, alors Pinterest considère ce lien et cette épingle comme pertinente et la met en valeur. Et puis ça concerne uniquement les épingles qui concernent des produits. Le Add to Cart, les événements d'Add to Cart et d'achat aussi également sont traqués par Pinterest pour considérer une épingle comme pertinente. Donc, pour résumer un petit peu cette partie-là qui pouvait être un petit peu floue, si un utilisateur tape Outfit Vintage dans la barre de recherche, qu'il tombe à un moment donné en scrollant sur votre épingle, qu'il reste, qu'il passe du temps dessus, qu'il enregistre l'épingle, qu'il y a un lien sur cette épingle et qu'il reste dessus plus de 10 secondes, il ajoute au panier votre produit, ce ne sont que des critères positifs que Pinterest va prendre en compte pour remonter votre épingle sur le mot-clé qu'aura tapé l'utilisateur. Et enfin, les derniers critères, ce sont le titre et la description de la page web. Alors moi, je fais une hypothèse sur le mot description, c'est écrit tel quel dans les documents de recherche, mais j'imagine bien que c'est la métadescription, puisque quand vous publiez une épingle qui est associée à une page web et que vous oubliez tout simplement de mettre un titre ou une description spécifique sur cette épingle, Pinterest va aller chercher le title et la métadescription de cette épingle pour faire la description de l'épingle. Donc on le sait que Pinterest traque pas mal les métadescriptions de la page web vers laquelle pointe l'épingle. On va s'intéresser maintenant au moteur de recherche. Comment ça se passe en coulisses? Le voici donc, le moteur de recherche de Pinterest. Voici donc le schéma, comment fonctionne la recherche. On démarre donc avec évidemment le User Input Query, c'est la requête que tape l'utilisateur dans la barre de recherche. Ensuite, on voit que la méthode de classement des épingles Pinterest de ranking fonctionne via deux chemins distincts. On va d'abord s'intéresser au chemin du bas avec le Query Understanding. C'est comme le dit le nom en anglais, ça va servir cet algo à comprendre la requête de l'utilisateur et va entrer en jeu l'algo Distilbert, qui est tout simplement le même algorithme utilisé par Google pour comprendre les subtilités du langage. Chez Google, c'est BERT, et Distilbert est simplement une version très allégé de BERT utilisé par Google. Très allégé, de mémoire, c'est globalement la moitié de puissance de calcul de BERT. En revanche, pour les besoins précis de Pinterest, c'est 96% de résultats pertinents. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent ce modèle allégé. Donc une fois qu'il a compris la requête, les subtilités du langage, il va chercher dans trois index différents. Pinterest range ses index à trois index différents en fonction du type d'épingle. On a un index pour les produits, un index pour les épingles et un index également pour les ads. Les ads rentrent également dans ce système de ranking et sont déterminés par ce schéma. Ensuite, on va avoir un premier algo de classement qui, en fonction des résultats de l'index, va appliquer un ranking en fonction de la pertinence des contenus qu'il voit dans son index, la pertinence, les critères qu'on a vus juste avant. Et ensuite, on va passer à un deuxième modèle de scoring qui, lui, va prendre en compte aussi des critères de personnalisation des résultats de recherche en fonction de l'utilisateur. C'est-à-dire que globalement, sur Google, les résultats sont assez peu personnalisé, ça dépend évidemment des requêtes. Si vous tapez comment adopter un chien, si votre copain le tape aussi, vous allez avoir globalement à peu près le même classement. Sur Pinterest, c'est beaucoup plus personnalisé. Vraiment, si vous tapez comment adopter un chien sur Pinterest et votre copain fait la même expérience, si vous avez un historique sur votre compte, que vous vous êtes déjà baladé sur des épingles, vous avez réagi à des contenus, etc., vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc c'est à ça que sert notamment ce modèle L2 scoring. Ensuite, maintenant on s'intéresse au schéma du dessus, la partie du dessus qui est simplement en fait le Query Embedding Server qui va simplement en fait sauvegarder les informations récupérées sur la requête. Il va les sauvegarder pendant 30 jours. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça maintenant dans la pratique? Et moi, c'est quelque chose que je mets en place notamment dans mes stratégies Pinterest, c'est que 30 jours,
c'est court pour sauvegarder des infos sur une requête. Ça veut dire que quand même assez régulièrement, il réanalyse, il réactualise en fait les contenus qui sont pertinents pour une requête par rapport à son index aussi. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi qui fait la différence par rapport à Google. C'est l'énorme volatilité qu'on a des épingles, des contenus par rapport à un article Google qui peut rester positionné sur un mot-clé potentiellement pendant 3 ans. On le fait et pendant 3 ans, il reste premier. On n'a pas besoin d'y toucher. Sur Pinterest, il y a vraiment une plus grande volatilité. C'est pour ça que la différence de stratégie qu'il va falloir entreprendre, c'est que pour un même mot-clé, il faut prévoir peut-être tous les 30 jours ou peut-être tous les 2 mois, 3 mois, ça dépend, mais pour le mot-clé outfit vintage, il faut viser ce mot-clé avec une épingle peut-être une fois par mois et réactualiser, toujours fournir de nouvelles épingles. Il faut bien se souvenir de l'esprit de Pinterest, c'est toujours d'inspirer les gens, de leur donner des nouvelles idées, des nouvelles tendances, et c'est pour ça que il faut s'aligner avec ça et toujours fournir du nouveau contenu pour cibler le même mot-clé. Donc il n'y a pas ce phénomène de cannibalisation contrairement à Google où on va faire une page pour un mot-clé. Je vulgarise évidemment, c'est plus complexe que ça, mais sur Pinterest, au contraire, un mot-clé, on va essayer régulièrement de bombarder d'épingles pour bien toujours être visible sur ce mot-clé. Donc ensuite, voilà, ce modèle donc de Query Embedding Server est là pour soulager Dilbert qui forcément, en tant que modèle LLM, coûte de l'argent pour Pinterest, donc il va aussi lui aussi se servir sur les 3 index différents, voilà, de produits, d'épingles et d'ads, et directement ensuite filer vers les modèles L1 scoring et L2 scoring. L2 scoring, du coup, comme je l'ai dit, c'est le modèle qui permet de personnaliser la recherche en fonction du comportement de l'utilisateur, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Car oui, les signaux utilisateurs, comme tout moteur de recherche, ont également leur poids dans le ranking des résultats de recherche sur Pinterest. On va vite fait passer en revue tous les critères en fait qui comptent pour faire remonter son épingle dans les résultats de recherche Pinterest, parce que globalement en fait, tous les critères qu'on peut imaginer qui comptent, oui, ils comptent tout simplement. Voilà, les classiques, les commentaires, les likes, évidemment. Je vais juste mettre en valeur un petit critère, notamment que j'avais pas forcément imaginé avant de mettre les mains dans la documentation, qui sont les zooms. C'est précisé dans la documentation, le fait de zoomer sur une épingle, c'est pris en compte par Pinterest pour comme critère de pertinence. Alors moi, ça me fait penser par exemple à une astuce qu'on pourrait potentiellement mettre en place. Ça serait l'idée de vous présenter un produit, vous mettez en petit code promo de points et encore plus petit, de sorte à ce que l'utilisateur voit qu'il y a un code promo mais ne puisse pas le déchiffrer sans zoomer. Vous mettez votre petit code promo, les utilisateurs sont donc incités à zoomer sur l'épingle et peut-être que ça aura un effet positif sur une épingle. C'est juste une hypothèse que j'émets. Il y a peut-être un petit danger au niveau de l'algorithme. Je vous rappelle où est-ce que je l'ai mis. C'est notamment le modèle Blip qui est un LLM qui fait une description de l'image. Alors si le LLM est assez précis et est capable de voir qu'il y a un petit bout de texte qui se cache sur l'image, il pourra peut-être être en mesure de capter notre petite combine et du coup de dire cette épingle met un code promo dans son épingle, et peut-être que Pinterest n'aimera pas ça. Ça reste à tester. En tout cas, je pense que ça coûtera rien de tester comme petite technique. Donc voilà, plein de critères utilisateurs évidemment utilisés pour les critères de ranking. Pinterest utilise Navboost, par conséquent, tout comme Google. On voit qu'ils forcément, ils réinventent pas la roue, ils se servent beaucoup des travaux de Google pour leur propre moteur de recherche. Donc, ils ont vraiment leur Navboost, ça s'appelle Navboost dans leur documentation. Donc, pour le contexte Navboost, chez Google, c'est donc un algorithme qui va mémoriser toutes les interactions des utilisateurs pour une requête donnée. Chez Google, il va la conserver pendant 13 mois, c'est-à-dire qu'il va calculer simplement le taux de clic et il va se dire, ok, j'ai mis cette requête en numéro 2, mais elle a plus de clics que le numéro 1. Je me suis peut-être trompé, donc je vais positionner ce numéro 2 en numéro 1 et le numéro 1 le mettre en numéro 2. Chez Pinterest, on a la même fonctionnement, ceci étant que Navboost sert aussi chez Pinterest pour la personnalisation donc des résultats de recherche. Il va en effet calculer et classer des segments utilisateurs, ce qui veut dire que si vous êtes un jeune homme de 25 ans passionné de sport par exemple, Pinterest va vous classer dans le segment utilisateur des jeunes de 25 ans passionnés de sport, et il va du coup calculer les réactions qu'ont eu sur les résultats de recherche
ceux dont le profil bien vous correspond pour prendre cette info et vous présenter à peu près les mêmes résultats qui ont marché chez les profils similaires aux autres. Les critères utilisateurs, c'est bien sympa, c'est facile en plus de les récupérer et de s'en servir comme critères de ranking, mais il faut bien sûr faire attention parce que tout ça est manipulable et il faut toujours pondérer un petit peu les résultats. C'est pour ça que je vous affiche cette formule mathématique qui pourra être intéressant à comprendre pour être plus précis dans vos stratégies sur Pinterest pour votre visibilité. C'est une formule mathématique qui en fait pondère les critères utilisateurs en fonction de leur volume. Je résume brièvement pour vulgariser. Imaginons que vous ayez une épingle avec 500 commentaires et 3 likes. Ce qui veut dire que avec cette formule, vous avez 500 commentaires. Si vous prenez 100 commentaires de plus, ça n'aura pas beaucoup d'effet, voire ça n'aura aucun effet sur les critères de pertinence de votre épingle pour remonter dans l'algorithme. En revanche, vous n'avez que 3 likes. Si vous prenez 100 likes en plus, là, ça aura beaucoup d'effet pour être encore plus pertinent pour l'algorithme. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut jouer un petit peu sur tous les critères en même temps. Juste dire aux utilisateurs bombarder de commentaires, bombarder d'enregistrements ou bombarder de likes, c'est pas suffisant si vous avez que des enregistrements, que des commentaires. Il faut un ensemble de critères qui vont tous ensemble pour être reconnu comme pertinent, et c'est à ça que sert cette formule en fait, à éviter les manipulations un peu faciles de like et tu gagneras un cadeau. Voilà, il faut jouer avec plusieurs critères. On peut imaginer tout à fait, mais comme ça se fait déjà, jouer sur les critères de like, mets un commentaire et mets un enregistrement pour recevoir ton cadeau. Là, ça pourra un peu mieux déjouer cette formule mathématique. Une autre formule mathématique, désolé pour tous ceux qui détestent les maths, qui sert à Pinterest de se protéger contre deux biais qu'on peut avoir dans des résultats de recherche. Le premier biais, c'est que forcément, si on met une épingle en premier, c'est toujours elle qui aura le plus d'interactions et le plus de likes. Et le deuxième biais, c'est aussi qu'une nouvelle publication, une nouvelle épingle aura forcément un bonus de fraîcheur. Elle sera nouvelle, donc elle aura forcément elle aussi plus d'interactions. Pourtant, ça veut pas dire que si elle était là en première, c'est forcément toujours la plus pertinente, et ça veut pas dire que elle est nouvelle, donc elle est plus pertinente par rapport aux autres. Donc c'est une formule qui en fait prend en compte l'âge et la position dans le ranking. Voilà, on voit pose et HP. On prend l'âge et la position de l'épingle dans le ranking pour ensuite pondérer par rapport à tout ça pour quand on calcule la pertinence d'une épingle, mettre toutes les épingles au même niveau, même si c'est une vieille ou une nouvelle épingle, même si c'est une épingle qui est mal classée, parce que sinon on aurait toujours les mêmes épingles positionnées sur les résultats de Pinterest. Maintenant, on va parler de la personnalisation utilisateur. En effet, donc comme je l'ai dit, vous n'aurez jamais les mêmes résultats quand vous taperez un mot-clé dans la barre de recherche de Pinterest. Et voici un petit peu la bête, la machine qui entre en jeu à ce niveau-là, à la fois pour les résultats sur la barre de recherche, mais aussi pour l'algorithme de Pinterest au global. On a donc deux algos qui vont entrer en jeu, qui sont long term interest et le short term intention. Pourquoi c'est important évidemment de à la fois s'intéresser au short term intention mais aussi au long term interest, c'est tout simplement que ça serait assez pénible, vous cherchez là ponctuellement, vous avez besoin d'idées de recettes à faire pour un gâteau à la carotte, vous tapez recette gâteau à la carotte sur Pinterest et Pinterest en fait vous reviendrez dessus et tout le temps il vous dirait tiens voici des recettes de gâteau à la carotte. Non, il arrive à différencier vos besoins ponctuel. Là, maintenant, tout de suite, vous avez ouvert l'appli, vous avez besoin de quoi, et également, en fait, à se souvenir de vos goûts de manière long terme. Yann, il aime le football, il aime les vêtements vintage, et je sais que je vais régulièrement lui proposer ça. Le schéma long term interest qui sert donc à Pinterest à faire de la prédiction sur des contenus pertinents à présenter sur une date de 14 jours, là où le short term intention se base plutôt sur le comportement que vous avez depuis que vous avez ouvert l'appli. Donc il va se servir des deux pour faire un mélange, tout simplement de se dire là j'ai l'impression que là tout de suite il a besoin de recettes de gâteau à la carotte, mais sinon je continue de lui proposer des vêtements vintage parce que c'est quelque chose qu'il apprécie. Ça permet d'avoir
un petit peu un contenu diversifié et garder évidemment l'utilisateur plus longtemps sur la plateforme. C'est tout l'objectif des réseaux sociaux. Je vais passer très vite aussi sur cette documentation donc des taxonomies utilisées par Pinterest. Globalement, c'est un algorithme qui s'amuse à rassembler les requêtes qui sont liées entre elles, qui ont un lien en fonction des utilisateurs. S'ils font une requête A puis une requête B, eh bien Pinterest va se dire ah oui, ces deux requêtes semblent être liées au même univers. C'est à la fois bon pour mieux comprendre les requêtes, mais aussi à la fois pour mieux comprendre l'utilisateur. Je donne un exemple concret. Vous êtes donc fan de style vintage dans la mode. Vous tapez toujours outfit vintage, style vintage, style années 80, etc. Ça, Pinterest va s'en souvenir. Et la prochaine fois, imaginons que vous tapiez dans la barre de recherche simplement la requête pull blanc. Eh bien, Pinterest ne va pas se contenter de vous présenter des pulls blancs comme tout le monde. Il va se souvenir que vous aviez au préalable tapé des requêtes sur eh bien l'univers vintage et il va donc en partie vous proposer des pulls blancs vintage. Voilà à quoi servent les taxonomies à ce niveau-là. Un autre document sur lequel je suis tombé et que j'ai trouvé très intéressant, pas forcément hyper pertinent pour s'en servir, mais j'ai trouvé ça intéressant de le savoir. Vous verrez si vous tapez des recherches, notamment dans la mode, sur Pinterest, une variété en fait de couleurs de peau présentées par l'algorithme. Ce n'est pas un hasard, c'est volontairement calculé par les équipes de Pinterest qui voilà ont mis en place cet algo pour s'assurer d'avoir toujours eh bien une diversité de couleurs de peau. Donc on peut pas, je pense, y faire grand chose, mais si on essaye de comprendre l'algorithme à ce niveau-là, ça veut dire que, imaginons que, en l'occurrence, vous présentez un modèle de chemise blanche en épingle et que l'algorithme manque de femmes blanches pour qui portent une chemise blanche. Eh bien, si vous mettez un modèle de femme blanche avec une chemise blanche, alors pour le bien de la diversité, en tout cas ce qui est calculé par l'algorithme, il y aura besoin, il vous mettra plus en valeur à ce niveau-là. Je suis pas sûr et convaincu qu'on puisse vraiment optimiser ce levier-là et que ça vaille le coup. Après, la diversité, ça reste surtout au niveau de votre marque, au niveau de votre branding. Des petites stats pour terminer sur Pinterest. Globalement, eh bien, c'est un réseau social voilà qui continue de prendre de l'importance avec 537 millions d'utilisateurs dans le monde sur le dernier recensement et ça continue d'augmenter au fur et à mesure. Et puis si on s'intéresse à la France, où se situe Pinterest par rapport aux autres réseaux sociaux, on voit que voilà, il est juste là, juste derrière Twitter, un peu au-dessus LinkedIn. Donc si eh bien, votre business correspond à des thématiques qui sont intéressantes sur Pinterest, évidemment, c'est important de ne pas le négliger. On voit quand même que Pinterest n'est pas au niveau de TikTok, de Instagram ou de Facebook, qui sont des réseaux sociaux pour moi plus généralistes. Pinterest reste encore un réseau social niché où on y va pour certaines thématiques. Alors il y en a beaucoup, mais je vais vous donner les principales et vous donner un petit peu quelques dernières petites datas pour eh bien peut-être vous motiver si vous êtes concerné par ces thématiques, par ces profils à vous lancer sur Pinterest. Les top thématiques, les voici: la déco d'intérieur, le DIY, les nourritures et boissons, donc ça va être tout ce qui est les recettes, la mode féminine, mais je précise, même si évidemment elle est moins populaire, la mode masculine a tout à fait sa place aussi sur Pinterest. La santé, le bien-être, la beauté aussi évidemment qui rentre dans ce critère, la thématique voyage, parentalité, jardinage, mariage. Il y en a d'autres aussi, évidemment, n'hésitez pas à creuser pour trouver si votre propre thématique est compatible ici. Elles ne sont pas toutes représentées dans ma slide. Donc le persona, le public de Pinterest, on est plutôt sur un persona féminin et jeune. Donc pareil, si ça correspond à votre persona, c'est intéressant de se lancer. Quand je dis jeune, on n'est pas sur des adolescents non plus, mais voilà, on est sur je dirais moi une femme qui a la trentaine. Globalement, une femme qui a la trentaine et je vais dire citadine. Je vais me chauffer un peu là-dessus. En tout cas, c'est ce qui est une femme qui habite en ville. C'est comme ça que moi j'ai l'impression que Pinterest fonctionne. J'ai l'impression que c'est pas mal ce genre de profil-là, majoritairement, bien évidemment. Il y a des hommes sur Pinterest, moi je suis sur Pinterest, et il y a plein de profils différents, il y a des vieux, il y a des jeunes. Un autre critère intéressant et qui différencie beaucoup Pinterest de Google, je m'en tiens à la conférence qu'a donnée récemment donc Rand Fishkin sur le fait que environ 40% des requêtes tapées, des mots-clés tapés sur Google étaient en fait des requêtes marques, c'est-à-dire que quand les gens font une recherche sur Google, 40% du temps, ils cherchent une marque précisément, un site web précis. Sur Pinterest, c'est totalement l'inverse et c'est là où c'est intéressant pour par exemple les petits acteurs, c'est que les gens ne cherchent pas des marques.
sur Pinterest. Ils cherchent des idées de produits, des idées précises, mais ils ne cherchent pas voilà les chaussures Nike précisément. Ils cherchent des chaussures, des idées d'outfit. Donc c'est intéressant pour les petits acteurs d'être présents parce qu'en fait vous jouez à jeu égal. Les gens ne sont pas forcément intéressés par des marques en particulier. 96% des recherches populaires ne comprennent pas de marque. Voilà, c'était globalement tout ce que j'avais à dire sur Pinterest. Si vous avez la moindre question, je reste disponible, soit en MP sur LinkedIn, soit dans la section commentaires de cette vidéo. J'espère n'avoir rien oublié dans tout ce que je voulais vous dire, mais dans tous les cas, évidemment, je serai dispo pour échanger avec vous. J'espère que la vidéo vous aura appris plein de trucs. J'espère qu'elle vous aura aussi peut-être motivé à vous lancer sur Pinterest, qui est un vrai moteur de recherche qui peut être très intéressant pour votre business si vous correspondez à ce persona et à ce genre de thématique. Bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je continuerai de faire des vidéos un petit peu sur les coulisses des moteurs de recherche des différentes plateformes. Salut!